Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Cleantech Valley en partenariat avec l'UIMM Gare Lozère. Je vais te laisser la main peut-être Virginie pour ouvrir ce premier webinaire qu'organise la Cleantech Valley sur cet enjeu de la décarbonation de l'industrie, qui est un sujet qui est monté un peu en puissance dans l'actualité ces derniers temps et donc qui nous tenait à cœur d'organiser aujourd'hui. Je te laisse tout de suite la parole avec Philippe Patitucci, donc président de l'UIMM Gare Lozère, et toi Virginie, présidente de la Cleantech Valley. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, au sein de la Cleantech Valley, nous nous sommes orientés depuis quelques mois sur un nouveau contrat de relance et transition écologique pour atteindre la neutralité carbone. Et donc cette neutralité carbone, il nous semble important quand on voit le bassin économique qu'on a dans le Gard rhodanien, de s'intéresser tout particulièrement à l'industrie, puisque le Gard, c'est le deuxième département industriel de la région Occitanie, et qu'en plus, dans ce bassin gardois, on a toutes les entreprises de l'énergie bas carbone, c'est-à-dire des renouvelables et bien sûr du nucléaire, et donc il nous paraissait important de mettre en perspective pourquoi la neutralité carbone est un point important quand on est une entreprise. Alors, je voudrais rappeler seulement deux éléments de contexte, et puis après, je laisserai la parole à Philippe Patitucci, avec qui nous organisons ce webinaire. Le premier, c'est que le dernier rapport du GIEC nous dit qu'il nous reste 3 ans pour réellement inverser la tendance, et que la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons réduire de 40 à 70% nos gaz à effet de serre si nous changeons nos comportements. Le secteur énergétique représente 34% des émissions, notamment le secteur énergétique carboné, c'est-à-dire les centrales à charbon, à gaz et à partir de fioul. Et donc, c'est pourquoi en France, avec le parc énergétique que nous avons déjà un temps d'avance sur une énergie bas carbone, mais les grands industriels et notamment les grandes entreprises du CAC 40 se sont lancées comme défi d'atteindre la neutralité carbone. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 80% des entreprises du CAC 40 sont engagées dans un programme de neutralité carbone. Et donc, il nous semble important de mettre ça en perspective, parce que l'industrie est un fort émetteur de carbone. Et donc, quand on est sous-traitant de rang 1, de rang 2, co-traitant également, en fait, cette question de la neutralité carbone va arriver très vite dans les conditions d'accès au marché auprès des grandes entreprises qui se sont lancées dans la neutralité carbone. Donc, il nous paraissait intéressant avec Philippe Patitucci de donner le quart d'heure d'avance à ce territoire, à son tissu industriel, pour mieux le préparer aux enjeux de demain. Et donc aujourd'hui, je suis ravie que Urbanomy et EDF puissent nous donner quelques éclairages sur comment atteindre cette neutralité carbone, et également de pouvoir avoir le témoignage de deux grands témoins que sont Sanofi et CycLife, pour nous expliquer leur engagement vers la neutralité carbone. Étant donné que c'est des donneurs d'ordre sur le territoire, ça met en perspective auprès des PME, des entreprises du territoire, ce qui va être attendu dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà, merci aux organisateurs par avance pour avoir mobilisé ces experts sur le sujet. Philippe, je vous laisse la parole. Oui, mais je crois que vous avez dit presque l'essentiel, hein. Mais bon, et autant que vous avez dit l'essentiel. Mais bon, en tant que président de l'UMM Gare Lozère et ex-collaborateur du grand groupe, je vais de votre sens, hein. Aujourd'hui, le développement des entreprises, en principe, et les grands groupes, comme vous l'avez précisé, dans le cadre des appels d'offres, intégreront dans leur cahier de charges un effort de décarbonation des entreprises. Donc, il faut apporter des solutions en matière d'innovation, intelligence artificielle, numérique, digitalisation, numérisation, pardon.
À ce titre, il faut rencontrer les startups. EDF met à disposition des entreprises un collaborateur qui analyse l'activité de l'entreprise, étudie les axes de développement sur l'intégration de valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. Salut, ça va? Pardon. Ah, ça va, merci. Excusez-moi. Et donc, nous allons travailler avec EDF sur une convention innovation carbone, gare, énergie nucléaire sur une économie bas carbone. Bien sûr, c'est un travail qui sera quand même conséquent parce que le rôle de l'UMM, c'est d'accompagner ses adhérents pour justement obtenir des marchés, développer l'entreprise, bien sûr créer des emplois et rentrer dans le cadre général des nouvelles directives concernant les appels d'offres sur la décarbonisation. Nous espérons pouvoir mettre en œuvre rapidement avec cette démarche pour pouvoir nous préparer, je ne dirais pas à vitesse grand V, mais être en avance sur les autres. Parce que aller plus vite pas plus vite que le vent, mais avancer rapidement sur le sujet nous permettra, bien sûr, de pouvoir, alors, au niveau des entreprises, pouvoir accéder plus facilement au marché et avoir, je dirais, un coup d'avance sur les autres. Voilà. Donc, cette démarche, pour nous, UMM Gare Lozère, est importante. On va mobiliser nos acteurs, on va mobiliser aussi nos compétences, aussi notre réseau, pour pouvoir avancer le plus rapidement possible, avancer sur cette convention avec EDF et ensuite mettre en œuvre le dispositif. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair, précis. Merci. Merci, Monsieur Patitucci. Merci, Virginie. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais avant, je voulais présenter nos speakers aujourd'hui. Donc, sont avec nous de Urbanomi, Benjamin Mousseau et Jérémy Benamou donc pour la partie Urbanomi. Bonjour à Et tous. Christelle Martinez pour EDF. Donc, on va faire cette présentation en deux temps. On va commencer avec Urbanomi sur une partie un petit peu pédagogique. On voulait vous redresser les enjeux et le sens concrètement de la neutralité carbone, de la décarbonation, de quoi on parle. Et on ira progressivement sur des pistes de solutions et comment on peut faire concrètement pour se lancer dans ces démarches. Donc, toujours avec Urbanomi et Christelle Martinez pour la partie EDF. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de conversation et sinon on fera des petits temps aussi intermédiaires pour que vous puissiez prendre la parole entre chaque séquence. Benjamin, Jérémy, je vous laisse la parole et n'hésitez pas à nous guider pour les slides pour qu'on puisse vous les transmettre. Très bien, je commence. Avant toute chose, ravi d'être avec vous ce matin sur ce webinaire sur la décarbonation de l'industrie. Juste pour rentrer un peu plus dans le détail, avec Benjamin, on fait partie d'une entité de conseil au sein d'EDF qui accompagne les entreprises sur leur stratégie bas carbone dans toutes les facettes. Et voilà, effectivement, dans une première partie, l'idée c'est de reposer le contexte général du changement climatique et plus particulièrement de comment ça impacte le secteur de l'industrie, et puis après d'aller plus vers des pistes de solutions. Et donc, je veux bien qu'on passe directement au slide suivant. Voilà, donc évidemment, le temps qui nous est imparti, on ne peut pas rentrer dans un niveau de détail extrême, surtout que c'est un sujet vaste et complexe, mais pour reposer les grands enjeux, il y a un consensus scientifique qui existe depuis déjà longtemps maintenant, depuis les années 70-80, sur le fait que les activités humaines ont atteint un point tel qu'elles ont un impact fort sur l'environnement dans son ensemble et en particulier sur le changement climatique. Alors, la mécanique, elle est complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que à partir de la révolution industrielle, il y a eu, grâce à la découverte des énergies fossiles, donc le charbon d'abord en 1950, puis après l'exploitation massive du gaz naturel et du pétrole à partir de 1900, une accélération exponentielle des activités humaines, une accélération exponentielle de la démographie,
et que ça a eu des conséquences exponentielles sur le système Terre. Alors sur ce slide-là, il peut faire un petit peu peur parce qu'il y a plein de graphiques, mais sans rentrer dans le détail, vous avez avec les graphiques orange des grands paramètres macro des activités humaines, comme la démographie, le PIB mondial, l'exploitation des sols, l'utilisation de fertilisants, l'utilisation des eaux, la production de papier, de télécommunications de manière générale. Voilà. On voit très clairement cette accélération absolument exponentielle à partir de 1850 et encore plus forte à partir de 1950. Et vous avez à droite un ensemble de graphiques en bleu qui représentent pour le coup les impacts sur le système Terre. Donc les concentrations des principaux gaz à effet de serre pour les 3 premiers graphes, mais également l'ozone stratosphérique, la température de surface, donc le fameux réchauffement de l'atmosphère, l'acidification des océans, etc., etc. Et là, on voit évidemment une corrélation parfaite avec une accélération aussi exponentielle de ces différents paramètres qui représentent finalement l'impact que les activités humaines peuvent avoir sur le système Terre. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Donc pour résumer le problème, en particulier sur le changement climatique, les activités humaines génèrent par le biais essentiellement de la combustion des énergies fossiles, donc charbon, gaz naturel et pétrole, des concentrations en gaz à effet de serre qui sont totalement inédites, qui génèrent un effet de serre additionnel, qui lui-même génère une élévation de la température de la surface de la Terre, à la fois de l'atmosphère et de l'océan, qui ont moult conséquences autres que juste l'augmentation de la température, dans lequel on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail là, sur ce webinaire-là. Pour avoir juste une image, là, on est pour l'instant aujourd'hui sur un trend par rapport à nos émissions qui nous ferait prendre, si on continuait, si on ne mettait pas en place une décarbonation de nos activités, de 5 degrés en 100 ans. Juste pour se figurer ce que ça représente, 5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire où l'Europe avait la tête que vous voyez là, donc une tête bien différente de l'Europe actuelle. Et cette augmentation de 5 degrés, elle s'est faite sur 10 000 ans. Là, on est sur une augmentation du même ordre, mais 100 fois plus vite. Donc c'est juste pour se figurer voilà, l'ampleur du changement et la vitesse absolument inédite à laquelle ce changement se fait. Donc c'est le point d'interrogation. On ne sait pas exactement à quoi pourrait ressembler la tête de l'Europe avec 5 degrés de plus en 100 ans, mais on peut imaginer qu'elle pourrait se métamorphoser encore fortement. Voilà, on peut passer au slide suivant. Après, comment tout ça se traduit politiquement et économiquement? Donc voilà, encore une fois, le consensus scientifique là-dessus, il s'est fait il y a déjà un moment. Le consensus politique au niveau des États, il est beaucoup plus récent, via notamment voilà, les grands accords internationaux et une prise de conscience politique aussi qui s'est faite plus tardivement. Aujourd'hui, il est là, hein, ce consensus politique dans tous les pays du monde, hein, y compris en Chine, etc. Tous les pays du monde se donnent maintenant des grands plans ayant pour objectif d'aller vers la neutralité carbone au niveau national. En France en particulier, par exemple, c'est la fameuse stratégie nationale bas carbone qui pilote, on va dire, l'objectif de neutralité carbone de la France jusqu'en 2050. Et ces grands plans se traduisent ensuite, et bien évidemment, par, alors comme on est dans des économies libérales, plutôt par des mécaniques de marché qui visent à orienter à la fois les individus et les entreprises vers la décarbonation de leurs activités, mais également des réglementations contraignantes. Donc quand je dis des mécaniques de marché, ça veut dire des subventions, des taxes et d'autres systèmes de quotas dans lesquels on ne rentrera pas dans le détail. Il y a également quand même un paramètre important également dont je pense que vous avez tous bien conscience, c'est qu'il y a, donc à court terme, il y a une augmentation absolument faramineuse du prix des énergies et du carbone, et des matières premières d'ailleurs, qui sont tout ça c'est très lié. Mais structurellement, voilà, là encore, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais structurellement, les prix sont croissants sur les énergies, sur le carbone et du coup, en conséquence, sur les matières premières. Et c'est dans ce contexte-là, quelque part, que s'inscrit l'industrie en particulier.
La stratégie nationale bas carbone, elle vise à… Donc là, vous en avez un peu le détail sur le graphe du haut. C'est l'ambition que s'est donnée la France. Donc le bleu, c'est les émissions. Le vert, c'est les puits de carbone, voilà, qui ont pour ambition aussi d'augmenter un petit peu, de telle sorte à ce qu'en 2050, on arrive à un équilibre entre les deux. Ça représente une division par 6 de nos émissions actuelles, avec une baisse d'à peu près 5% par an, soit l'équivalent de ce qu'on a fait pendant le Covid, mais sans, voilà, avec toutes les particularités d'une année Covid. Ce grand plan de stratégie nationale bas carbone se traduit ensuite sur les différents secteurs. Donc là, vous les avez, en particulier sur l'industrie. Vous voyez que c'est extrêmement ambitieux dès 2030, hein, avec par exemple, voilà, sur le bâtiment, moins 53% d'émissions par rapport à 2015, et puis 0 émission en 2050. L'industrie, de toute façon, on va rentrer plus dans le détail sur les slides d'après, donc je ne le commente pas ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement ambitieux. On peut passer au slide suivant. Alors, comment tout ça se traduit pour les entreprises? Même si ça va peut-être faut sauter sur votre chaise que je dise ça, jusqu'à présent, les entreprises ont quand même été assez peu embêtées sur le sujet, notamment parce que le consensus politique s'est fait récemment et que maintenant les paquets de réglementation et d'incitation commencent seulement à arriver maintenant, et il y a une accélération, on voit une accélération assez forte sur le sujet, qu'on est à peu près sûr que ce trend va continuer, voire s'accélérer. Donc, il y aura un paquet encore une fois, réglementations contraignantes, mécaniques de marché diverses et variées, de quotas, de certificats, de C2E, de quotas carbone, etc., que vous connaissez déjà pour certains. Ce package réglementaire va encore s'alourdir et toucher plus largement les entreprises plus modestes. Par ailleurs, il y a une attente croissante vis-à-vis de ces sujets-là, de tous les parties prenantes d'une entreprise, leurs clients, leurs collaborateurs, leurs investisseurs, et c'est vrai que c'est un sujet de plus en plus. Tous les investisseurs qui sont institutionnels, les fonds, etc., font extrêmement attention à ce que les entreprises dans lesquelles ils investissent soient bien orientées vis-à-vis de ces stratégies bas carbone et de cette décarbonation, voire les fournisseurs. Voilà, après, c'est plus anecdotique. Évidemment, on n'a pas la même relation avec ses fournisseurs. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est une dynamique émergente, mais qui s'accélère aussi fortement vis-à-vis de ces sujets-là. Donc, pour certains qui sont peu intéressés, il y a une volonté de rattraper le retard, qui prennent conscience que c'est une question de survie, de se positionner, de bien se positionner vis-à-vis de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui va être structurant pour l'humanité, tout simplement, et donc en particulier pour les marchés dans lesquels ils sont. Pour d'autres, c'est vu non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité, avec des engagements et des objectifs qui sont volontaires, donc qui devancent quelque part un petit peu les réglementations, les obligations diverses et variées qui vont arriver. Voilà, là encore, on pourra rentrer un peu plus dans le détail au moment des questions ou au moment des solutions. Et puis, de manière générale, il y a une attention croissante vis-à-vis du greenwashing, avec, il y a des décrets dans le pipe réglementaire, là encore, je ne rentre pas trop dans le détail, mais voilà, c'est plus possible de faire semblant, il faut le faire vraiment, si je pouvais résumer ce sujet du greenwashing ainsi. On peut passer au slide suivant, et là, je passe la main à Benjamin pour commenter le focus sur l'industrie en particulier. Merci, Jérémy. Ouais. Merci, Jérémy. Effectivement, du coup, passage sur le focus sur l'industrie. Alors, il y a un écho. Je ne sais pas, peut-être, Jérémy, si tu peux couper ton micro. Ouais, ça doit être mieux. Merci. Alors, l'industrie dans tout ça, l'industrie, c'est le deuxième secteur le plus émetteur en France. Ça représente 20% des émissions. Donc, c'est effectivement pas négligeable. Jérémy nous a parlé de la stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie a donné comme objectif de réduire de 80% ses émissions liées à l'industrie d'ici 2050. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie représente 80 millions de tonnes de CO2 émises et il faut passer, donc par an, il faut passer à 16 tonnes. Si on passe à la slide suivante, en gros, on voit que 80% des émissions de l'industrie viennent de 4 secteurs en particulier, que sont le secteur de la chimie pour 25%, le secteur, en gros, du ciment et de la construction pour 23%,
le secteur de la métallurgie pour 20% et l'agroalimentaire pour 12%. Donc finalement, il y a un focus premier à faire sur ces secteurs, même si évidemment tous les secteurs de l'industrie sont concernés, puisque pour réduire de 80% les émissions de l'industrie, il faut appuyer sur tous les leviers. Et donc, si on passe sur le slide suivant, on comprend un peu d'où viennent ces émissions. On voit que finalement, 73%, donc une large majorité de ces émissions viennent du secteur énergétique, des usages énergétiques. Donc en premier, plutôt sur les procédés thermiques. Donc là, c'est les chaudières industrielles pour tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est finalement chauffé, enfin avoir des procédés pour chauffer des matériaux. Ensuite, les autres consommations énergétiques, tout ce qui est moteur, éclairage, donc dans les usines. Et enfin, le reste, tout ce qui est non énergétique, donc réactions chimiques, procédés plutôt chimiques, transformation de matière, pétrochimie, etc. Donc, on voit que finalement, ces procédés sont un peu entre des scopes 1, 2 et 3. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que sont ces scopes. Vous avez probablement entendu parler de ça. Ces scopes sont issus d'une méthodologie qui s'appelle le GHG Protocol et qui définit un petit peu les différentes origines des émissions d'une activité. Alors là, encadré au milieu, on a pris un exemple d'une entreprise A qui a du coup des consommations d'énergie dans les bâtiments, des procédés pour ses process mêmes et un certain nombre de déplacements qui sont internes à l'entreprise. Ça représente le scope 1 de l'entreprise et puis le scope 2 sur les consommations énergétiques des bâtiments et l'impact de ces consommations dans l'entreprise. Ce scope 1 et 2 représente aujourd'hui le scope réglementaire pour le bilan GES. Donc, c'est le bilan réglementaire pour les entreprises de plus de 500 employés que peut-être certains d'entre vous ont réalisé aujourd'hui. Et on voit que il y a à côté de ce scope 1 et 2, le scope 3. Donc le scope 3 amont qui est à gauche représente finalement tous les déplacements domicile-travail des employés et des visiteurs. Tout ce qui est lié aux matières premières et à la construction des produits de l'entreprise. Et tout ce qui est l'amortissement des bâtiments des entreprises, du matériel, finalement de tout ce qui est acheté et tout ce dont l'entreprise est propriétaire. Enfin, le scope 3 aval représente là plutôt ce qui est pour la vente, donc les déplacements professionnels, pour tout ce qui est lié aux produit en lui-même, c'est-à-dire la distribution, la collecte des déchets et la fin de vie des produits qui sont vendus par l'entreprise A. Tout ça représente le scope 1, 2 et 3. Donc tout ça représente finalement l'ensemble des émissions dont l'entreprise A est responsable. L'idée, c'est pas forcément de dire, voilà, cette entreprise a émet beaucoup de CO2 sur tel ou tel poste, juste pour dire ça. L'idée, c'est de comprendre la dépendance des différentes activités autour de l'entreprise et de comprendre finalement quels sont les moyens d'action pour réduire ces émissions de CO2. Et donc, pour cela, la méthodologie de stratégie de décarbonation, si on passe à la slide suivante, pourquoi est-ce qu'on fait finalement une stratégie de décarbonation? C'est bien pour comprendre comment agir. L'idée, c'est pas de punir, c'est vraiment de comprendre comment agir. Et donc, on commence par déjà comprendre quelles sont les émissions, faire un bilan carbone, comprendre les différents postes, et puis ensuite évaluer sa dépendance aux énergies fossiles. En gros, ce qui n'est pas mesuré n'est pas maîtrisé. Donc, on ne peut pas réduire les émissions tant qu'on n'a pas compris d'où elles viennent et quelle est notre dépendance finalement à ces énergies fossiles.
Ensuite, l'objectif, c'est d'engager toute l'organisation vers une stratégie bas carbone, de communiquer d'abord en interne pour, voilà, pour engager les différentes parties de l'entreprise dans cette stratégie bas carbone. Et puis ensuite, de regarder sur le long terme comment faire évoluer finalement la stratégie et aligner la stratégie de l'entreprise avec cette stratégie bas carbone. Répondre à la réglementation, pardon. Jérémy l'a bien montré, la réglementation existe aujourd'hui et surtout elle va se durcir sur ces sujets de décarbonation. Et puis enfin, anticiper les risques climatiques, donc se préparer à des changements climatiques puisque finalement ce qu'on a émis depuis 150 ans dans l'atmosphère va rester dans l'atmosphère. Donc si on coupait aujourd'hui toutes les émissions de CO2 dans l'atmosphère ou toutes les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malgré tout, il y a, avant que finalement on voit vraiment des résultats, il va y avoir une inertie assez importante et finalement, on sait déjà que dans les 20 prochaines années, on va avoir un certain nombre de changements climatiques qui vont nous impacter, qui vont impacter les entreprises. Donc, finalement, cette stratégie de décarbonation va permettre de faire des économies sur le long terme, puisque on va se préparer à ces changements climatiques, on va se préparer aussi à un prix de l'énergie qui va augmenter, on va se préparer à d'autres crises telles que celles qu'on voit aujourd'hui avec, par exemple, la crise en Ukraine et la crise énergétique qui est en partie liée. Tout ça est très lié, évidemment, au business plan et au business model des entreprises. Et enfin, donc, les 4 étapes clés, on verra, on détaillera un petit peu ça dans la prochaine partie pour cette stratégie de décarbonation. C'est d'abord de réduire, donc de mesurer, puis comprendre d'où viennent les émissions et enfin réduire ce qui peut être réduit. Ensuite, substituer les énergies fossiles vers des vecteurs énergétiques qui sont moins émetteurs. On a la chance en France d'avoir une électricité décarbonée, donc switcher de l'énergie fossile vers une énergie électrique, mais on pense aussi à l'hydrogène, à la biomasse. Enfin, capter le CO2 résiduel. Tout ce qui ne peut pas être réduit ni substitué peut être capté. Et utiliser ce CO2, finalement, il y a un certain nombre de procédés industriels qui utilisent déjà du CO2, mais on peut aussi utiliser le CO2 pour de la fertilisation des sols, pour des fuels de synthèse, etc. Voilà un peu pour une première vision de comment décarboner l'industrie. On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail dans les prochaines sessions. D'ici là, si vous avez des questions, peut-être n'hésitez pas. On peut faire un premier point question. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans la conversation, soit soit directement, si vous voulez qu'on prenne un petit temps là. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question. Donc, on a vu le scope 1 et 2 et puis le scope 3. Aujourd'hui, quand est-ce que les entreprises finalement vont s'engager autour du scope 3? C'est-à-dire le scope 3, c'est qu'est-ce que je demande à mes fournisseurs et qu'est-ce que je travaille avec mes clients finalement. Puisque le scope 1 et 2, c'est qu'est-ce que je fais sur mon activité propre. Donc, on voit qu'il y en a pas mal qui se sont engagés sur le scope 1 et 2. Quand est-ce que vous voyez arriver, on va dire, des attentes sur le scope 3? Alors, bon, on ne peut pas prédire l'avenir, évidemment. On n'a pas de boule de cristal, mais bon, on voit qu'aujourd'hui, typiquement, le bilan GES, il est sur scope 1 et 2 depuis pas mal d'années, et que c'est quelque chose qui est rentré dans finalement des obligations de toutes les entreprises. Il est fort probable que on ajoute à cette réglementation, à cette recommandation dans les années à venir, le scope 3 ou en tout cas une partie du scope 3. Donc déjà, on pense que dans les années à venir, assez rapidement, chaque entreprise va devoir déjà compter son scope 3, ou au moins une bonne partie de son scope 3, ce qui va du coup ouvrir la porte à la fois à de la communication sur ces scope 3, donc ce que vous disiez sur
les fournisseurs, donc le choix des fournisseurs qui ont un impact moins important que d'autres pour le scope 3 d'une entreprise. On voit ça dans d'autres pays typiquement en Angleterre pour des appels d'offres publics à partir d'un certain seuil. Les fournisseurs doivent fournir une évaluation de leur impact pour finalement réduire le scope 3 des achats publics, donc des collectivités ou des entités publiques en Angleterre. C'est quelque chose qui, a priori, pourrait arriver en France assez rapidement. Donc, une question qui vient d'arriver de Christian Vivin qui rejoint ce que vous dites, c'est ne devrait-on pas commencer par les opportunités les plus simples à mettre en place, ce qui est covoiturage, transport combiné, utilisation des embranchements ferroviaires, etc. Donc, ça rejoint un petit peu… Oui. Oui, effectivement. Alors, il y a différentes actions. Il y a les actions immédiates, qui sont des actions qui peuvent être mises en place très facilement, qui ne sont pas forcément les actions qui ont le plus d'impact, mais qui permettent de faire un petit peu ce qui peut être fait sans trop de surcoût. Il y a des actions prioritaires là sont des actions qui ont un impact fort, mais qui nécessitent un peu un investissement supplémentaire. Et puis ensuite, il y a des actions stratégiques qui sont plutôt des actions long terme, qui vont toucher au business model de l'entreprise, qui vont toucher par exemple aux produits, donc peut-être réduire les plastiques qui sont utilisés pour la fabrication de tel ou tel produit, peut-être fabriquer différemment, fabriquer dans d'autres endroits, ou voire changer le type de produits qui sont fabriqués par l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui s'engagent un peu plus sur le long terme. Donc effectivement, il y a bien différents types d'actions et il faut commencer par celles qui sont les plus accessibles. Ça permet aussi de se familiariser avec ces engagements. Il y a d'autres questions qui sont arrivées par Valérie Poplin et Simon Olivier, notamment sur le coût de la décarbonation pour les entreprises et puis l'acceptation. Je vous propose qu'on y revienne après parce que je pense qu'il y a des clés de lecture qui vont être apportées dans la présentation. Ce sera plus facile peut-être de répondre à ces questions un petit peu plus générales. Par contre, une question de Vanessa Vex sur comment est abordée la dépendance à certains pays concernant les matières premières et notamment les microprocesseurs dans le scope 3. Alors, pour répondre à cette question, donc ces notions de scope 1, 2, 3 s'intéressent au sujet du changement climatique, donc des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, une comptabilité carbone ne va pas directement permettre de connaître sa dépendance aux terres rares, ou je pense que c'est à ça dont il est question, qui sont effectivement présents dans les microprocesseurs et dans beaucoup de choses qui sont devenues indispensables à nos économies. Maintenant, il est possible de faire ce type d'études-là, de dépendance vis-à-vis de matières premières ou d'eau ou de toute ressource, selon des méthodologies qui peuvent être un petit peu analogues. Mais ça ne viendra pas directement d'une comptabilité carbone et d'une étude de diagnostic sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça fait aussi partie effectivement des enjeux importants à venir et toute entreprise devrait effectivement aussi se poser la question de sa dépendance vis-à-vis des métaux rares, puisqu'il va y avoir, on le sait, tension forte sur ces matières dans les années à venir. Merci Jérémy. Je vous propose que l'on passe à une partie que l'on a souhaité du coup progressivement un petit peu plus concrète. Donc aujourd'hui, le groupe EDF est très engagé sur ces démarches de décarbonation. Donc Urbanomy, vous aussi, vous proposez une démarche. Je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on explicite sur concrètement comment on peut se lancer dans une démarche de réduction de son empreinte carbone au sein d'une entreprise plutôt industrielle. Merci Delphine. Alors, on va commencer peut-être par présenter Urbanomy. Jérémy en a dit un mot au début de la présentation. Urbanomy est une filiale à 100% du groupe EDF et nous faisons du conseil en planification énergétique et carbone. Donc, on accompagne des clients publics et privés sur des missions de conseil stratégique et technico-économique.
pour des grands projets de développement, des portefeuilles d'actifs, des stratégies bas carbone, à la fois publiques et privées. On s'appuie sur toute l'expertise du groupe EDF, qui vient à la fois de ses filiales et de la R&D, donc le recherche et développement de EDF qui représente 2000 chercheurs en France et dans le monde. On a au travers de cette expertise un certain nombre d'outils de simulation et de méthodologies qui permettent de réaliser ces missions. On a aussi des expertises externes à EDF, donc typiquement le bilan carbone, on est certifié bilan carbone, on est formé au Greenhouse Gas Protocol et on réalise on a une présence à l'international et on réalise des missions à l'international. On est présent en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Si on passe à la slide suivante, je vais détailler un petit peu finalement les grandes missions de Urbanomy. Les types de projets que l'on réalise sont sur ces 4 segments. Le premier, c'est les grands projets de développement, donc des nouveaux quartiers, des ZAC ou des projets de rénovation. Donc là, on travaille pour des aménageurs, pour des acteurs de l'immobilier, pour leur définir un master plan énergie et carbone qui leur permet de comprendre quelle va être la meilleure solution à implémenter pour un système énergétique local. Par exemple, quels sont les matériaux de construction à utiliser, quels sont finalement les différents points à prendre en compte et quelles sont les solutions à mettre en place pour construire un quartier qui soit bas carbone. Le deuxième segment, c'est la gestion de portefeuille. Donc, c'est des portefeuilles de bureaux, que ce soit à la fois des bureaux d'entreprises qui ont, au-delà du siège, un certain nombre de filiales en France et à l'étranger, ou des portefeuilles d'actifs d'investissement qui sont gérés par des fonds d'investissement ou des assurances. Donc là, on les aide dans le cadre de, par exemple, du décret tertiaire en France qui pousse à réduire de 40% les consommations du bâtiment tertiaire d'ici 2030. Le troisième segment, c'est stratégie locale. Donc là, on aide les villes, les collectivités locales à réduire leur impact carbone et à définir leur feuille de route sur une stratégie net zéro carbone ou réduction d'un certain pourcentage à 2030 ou 2050. Et enfin, stratégie de décarbonation là pour les entreprises, donc comprendre déjà où sont les postes émetteurs et comment aligner une stratégie carbone avec une stratégie d'entreprise. Et donc ça, je rejoins les 3 promesses clients qui sont sur la partie basse de la slide. Cet alignement entre l'ambition climat et l'ambition stratégique de l'entreprise est clé. On appuie aussi pour transitionner d'actifs ou de systèmes carbone intensifs, donc liés aux fossiles, vers des systèmes bas carbone. Et on valorise les actifs des clients pour les préparer à un avenir qui soit décarboné et à les préparer aux risques climatiques. Voilà un peu notre offre résumée. On va ici ensuite détailler un petit peu la stratégie de décarbonation pour les entreprises. Je vais repasser la main à Jérémy qui va détailler ces 5 étapes. Merci Benjamin. Alors effectivement, se lancer dans une stratégie de décarbonation, dans une stratégie bas carbone, c'est loin d'être évident. On ne sait pas forcément par où commencer et finalement, voilà, nous, on se rend compte pour accompagner au jour le jour les entreprises, les collectivités dans ce voyage difficile, mais aussi ô combien enrichissant, qu'il y a quand même des grandes étapes, que c'est un voyage itératif, hein, c'est pas une ligne droite, bien que là, dans le slide, on ne le voit pas, mais il y a vraiment des boucles qui existent. Et je vais rentrer du coup un petit peu dans le détail justement de chacun de ces blocs qui va dépendre du niveau de maturité finalement de l'entreprise ou de l'organisation vis-à-vis de ce sujet de la décarbonation. Donc, c'est sûr qu'en premier lieu, il est nécessaire de bien comprendre les enjeux, en fait, et finalement pourquoi tout le monde s'excite autour de ce sujet-là. Et donc, la
la première étape, je dirais, c'est de pouvoir se former et former ses collaborateurs aux enjeux énergie-climat, puisqu'ils sont, ils sont extrêmement liés, et c'est vrai que c'est important de bien le comprendre, à la réglementation, aux normes, à la comptabilité carbone. Et quelque part, c'est la première étape pour entrer dans le sujet. Ensuite, vous l'avez compris, il faut évaluer en fait l'impact de son entreprise vis-à-vis du climat par le biais d'une méthodologie de comptabilité carbone. Et il est clair qu'aujourd'hui, on a tranché de manière assez claire sur le fait que la bonne manière de compter, c'est de compter également les émissions indirectes. Donc, c'est de compter en scope 1, 2, 3. Et quelque part, c'est le sens de l'histoire et on va faire ça. Sans rentrer dans le détail, c'est simplement parce que c'est à la fois plus juste de le compter comme ça représente mieux la vraie responsabilité de l'organisation vis-à-vis de ses émissions, et c'est plus efficace aussi pour réduire. Sinon, il y aura un petit jeu de sous-traitance et de délocalisation qui se met en place et qui mènera à rien vis-à-vis du climat, si on ne compte que les émissions directes sur ces sites. Donc de toute façon, voilà, c'est tranché, on va y arriver, et les entreprises seront tenues pour responsables de leurs émissions, en direct, en indirect, donc il faut compter en scope 1, 2, 3. On peut aussi se poser la question d'évaluer l'empreinte carbone d'un produit ou d'un service en particulier. Et notamment, cette question, vos clients vont de plus en plus vous la poser, parce que eux, comme ils vont compter leur scope 3, ils vont demander à leurs fournisseurs le poids carbone de tel produit ou tel service qu'ils achètent. Donc il faut être capable d'évaluer l'empreinte carbone de son entreprise, de son ensemble, mais aussi d'un produit, d'un service. Il est important de se situer par rapport à son secteur, donc de pouvoir faire un benchmark sectoriel. Et ça aussi, quelque part, ça fait partie du diagnostic initial. L'analyse réglementaire de son secteur en particulier, qu'elle soit nationale, internationale, sur l'ensemble du volet climat et énergie. Et puis, on peut, dès l'étape 1, quelque part, se poser la question de l'impact de la transition énergétique et écologique en cours sur le modèle économique de l'entreprise. À l'issue de cette première phase, on comprend, donc pour résumer les enjeux, la réglementation liée et puis la structuration de ces émissions. Ensuite, on peut se lancer dans une deuxième étape, qui est une étape de cadrage, qui va notamment consister à analyser justement la structuration de ces émissions qu'on aura identifiées dans la première partie, et de définir des objectifs de réduction. Sur quel scope, sur quel périmètre géographique de site, quels indicateurs clés on regarde, est-ce qu'on regarde toutes les émissions totales, est-ce qu'on regarde toutes les émissions par unité produite, voilà, il y a pas mal de questions à se poser pour pas partir bien en tête et ne pas se tromper sur les objectifs et du coup les actions qu'on va mettre en œuvre. Donc il faut prendre le temps de cadrer les choses pour partir sur la bonne stratégie. Ensuite, il est important également d'identifier les contraintes et les opportunités internes à l'entreprise qui existent, voilà, parce que quelque part, cette stratégie bas carbone, elle doit s'inscrire dans la stratégie d'entreprise au global. Donc, il faut avoir bien en tête les contraintes et les opportunités propres. Bon, on le sait, par exemple, sur ces 2 dernières années, que le Covid a eu un impact important pour beaucoup d'entreprises. Il fallait l'intégrer dans sa stratégie bas carbone de toute façon. Et puis ensuite, sélectionner la méthodologie la plus adaptée pour définir cette stratégie bas carbone. Donc, vous avez peut-être entendu parler du SBTI, Science Based Target Initiative, ou de la méthodologie ACT, ou de la méthodologie Carbon Disclosure Project. Il y en a plein. Il y en a qui sont de plus en plus dominantes, notamment dans le secteur industriel. Beaucoup, voilà, des acteurs, on va dire, plus gros, qui sont peut-être plus en avance et plus matures, ont choisi de suivre une méthodologie Science Based Target. On pourra y revenir si vous voulez avoir des questions. Mais sachez que ce n'est pas la seule et qu'on peut très bien choisir de faire sa méthodologie un petit peu maison pour définir sa stratégie bas carbone. C'est l'occasion également aussi pendant cette phase-là de cartographier ses flux et ses process, parce que de toute façon c'est nécessaire pour pouvoir faire une comptabilité carbone. Et à l'issue de cette deuxième phase, on a défini des objectifs clairs de réduction qui sont alignés avec les objectifs nationaux et internationaux et alignés avec ses contraintes et ses opportunités. Et du coup, on peut se lancer dans une troisième étape qui est la définition d'une feuille de route à long terme. Donc une feuille de route, c'est un petit peu l'équivalent du graphe qu'on avait vu sur la stratégie nationale bas carbone de la France dans son ensemble, mais pour une entreprise. Donc c'est dire, sur chaque année, j'ai pour objectif de baisser de tant de pourcents, voilà, en prenant en compte effectivement des contraintes qui sont extérieures. Et l'idée, c'est de se lancer dans une feuille de route qui soit ambitieuse, mais aussi réaliste. Sinon, de toute façon, on ne la tient pas et ça ne sert à rien.
Sur la base de cette feuille de route, il faut rentrer ensuite dans le dur et définir un plan d'action opérationnel avec un portefeuille de projets qui vise à décarboner ces activités et les positionner évidemment dans le temps. Et en faire une analyse technico-économique et réglementaire pour bien valider que ces projets ils sont faisables, qui sont acceptables vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs et qui sont viables économiquement, puisque bien évidemment, il est toujours très compliqué de mettre en œuvre quelque chose qui fait perdre de l'argent. Et bien heureusement et bien souvent, les actions de réduction des émissions sont également des actions de réduction des coûts. Voilà. On pourra y revenir aussi lors des questions, en particulier dans l'industrie. Et ça répond, je devance un peu une des questions qu'on n'avait pas abordées, qui était les coûts engendrés par la décarbonation. Voilà. Il y a des coûts, mais il y a des retours sur investissement. Il y a des investissements, mais il y a aussi des retours sur investissement intéressants. C'est souvent une démarche de réduction de coûts. Dans cette étape 3, après ça, et seulement après ça, quand on a bien mis en place son plan de réduction, on peut analyser les options de compensation carbone. Voilà, vous avez dû en entendre parler, donc effectivement, ça peut être un complément, après avoir bien posé son plan de réduction. Et puis, on va dire que, ouais, pour résumer, à l'issue de cette phase 3, on a une feuille de route long terme claire avec un plan d'action qui est cohérent, qui est viable économiquement et qui permet de tenir cette feuille de route. Dans la phase 4, c'est la mise en œuvre. Donc là, ça va être vraiment de la mise en œuvre de projet, hein, très clairement. Donc on est sur du pilotage et de la coordination du portefeuille de projet avec la gestion des plannings, de la gouvernance, du financement et des subventions, parce qu'il y a beaucoup de leviers de subventions à actionner. Évidemment, il ne faut pas s'en priver, ça facilite beaucoup les choses. Il faut soutenir la conduite du changement, puisqu'il y a des changements à mettre en œuvre, de bonnes pratiques, de communication vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, encore une fois. Et il y a la mise en œuvre technique à proprement parler des projets, avec des études de dimensionnement, la gestion des travaux, etc. Et enfin, il y a une dernière phase, qui est une phase de suivi et de performance de sa stratégie bas carbone, qui vise à mettre en place des processus et des outils pour vérifier que sa stratégie et son plan d'action donnent bien les résultats escomptés. Tout ça se fait dans une dynamique d'évaluation et d'itération régulière de la stratégie et du plan d'action. Et enfin, je rajouterai qu'il est également important d'avoir une stratégie et une bonne idée de comment communiquer et capitaliser efficacement auprès de toutes ces parties prenantes, clients, collaborateurs, investisseurs, sur sa stratégie bas carbone. Donc, à l'issue de cette phase-là, qui est encore une fois itérative, on a mis en place les process et les outils permettant de suivre la performance de sa stratégie et de pouvoir capitaliser efficacement dessus. Merci Jérémy Voilà. et Benjamin pour cette partie. Peut-être répondre rapidement à la première question, là, comme tu le disais, sur la baisse des émissions, le coût des émissions, le coût de la décarbonation. Alors effectivement, je reprends la question. Il y avait aussi une question vis-à-vis du PIB Exactement. auquel je répondrai. Sur le Donc coût, sur le coût, alors voilà, il y a effectivement différents types d'actions. L'important, c'est de positionner les actions selon 2 axes. Déjà, leur efficacité. Donc, et pour ça, on ne peut pas le deviner, hein, il faut vraiment faire cet effort de comptabilité carbone. Et il y a des méthodologies ici qui permettent d'évaluer l'efficacité d'une action. Voilà. Et par ailleurs, sa facilité d'implémentation. Et dans sa facilité d'implémentation, il y a son acceptabilité et il y a bien sûr les aspects économiques. Donc, il y a certaines actions qui sont quasiment sans CAPEX et qui génèrent des réductions des réductions d'énergie et du coup des réductions de coûts immédiates. Et celles-là, évidemment, il ne faut pas se priver. C'est des quick wins, il faut les mettre en place rapidement. Il y a des actions qui nécessitent des investissements, mais qui ont des taux, des retours sur investissement, des taux de rentabilité interne qui sont excellents. Voilà, par rapport à l'industrie. Donc là encore, en partie, peut-être parfois via le levier des subventions, parfois uniquement via les réductions que ça peut faire sur les coûts. Et là, c'est pareil, il faut pouvoir les mettre en place rapidement, mais bien les identifier et pas se tromper effectivement sur la technologie qu'on choisit. Là encore, c'est important de se faire bien conseiller si on n'a pas les idées claires là-dessus. Et puis, voilà, il faut le dire aussi, il y a certaines actions qui ont des retours sur investissement qui sont plus lointains, mais là, il faut peut-être prendre en compte l'évaluation de bénéfices, on va dire secondaires, d'image, de positionnement stratégique vis-à-vis de ses concurrents,
voilà, qui ne sont pas toujours faciles à quantifier, je le reconnais, mais on peut quand même prendre des hypothèses pour le quantifier avec le directeur financier et pour pouvoir évaluer dans son ensemble l'intérêt économique en prenant ces bénéfices diffus secondaires d'une action. Donc tout ça, ça s'analyse, ça se calcule et très sincèrement, c'est pas pour voilà, c'est la réalité vraiment. Dans la majorité des cas, c'est viable économiquement. Parce que tout simplement pour une raison simple, c'est que le législateur fait en sorte que ça le soit, parce qu'il Ouais. veut orienter les décisions dans ce sens-là. Ça, et j'ajouterais, il y a un certain nombre de subventions aussi. Donc, dans le plan de Voilà. relance, il y a 1,2 milliard d'euros qui sont dédiés justement à l'industrie pour le plan de relance. Et c'est un exemple, effectivement, de subventions et d'aide qu'on peut avoir pour ces démarches de décarbonation de l'industrie. Alors sur la question sur le PIB également, après je ne sais pas s'il y en avait d'autres, j'ai pas On va faire sur la celle question sur sur le PIB, puis on va passer après à la partie suivante. d'accord. Bon, pour faire très rapide, effectivement, certains pensent, alors il n'y a pas de consensus là-dessus, hein, mais certains pensent qu'il est impossible de décorréler les émissions de gaz à effet de serre de la croissance économique et donc du PIB, et que quelque part, dire il faut qu'on baisse les émissions, ça revient à dire il faut qu'on baisse le PIB. Alors, première chose, il n'y a pas de consensus là-dessus, comme il existe un consensus sur les autres aspects que j'avais mentionnés sur la première partie. Tout va dépendre de la capacité déjà à pouvoir décarboner rapidement l'énergie, puisque en fait la croissance économique est plutôt liée à la consommation énergétique. Donc si on est capable de décarboner rapidement la consommation, l'énergie, on peut décorréler les deux. Par ailleurs, on voit aussi quand même un trend qui doit s'accentuer pour que ce soit efficace, mais on est capable de produire 1 euro de PIB avec moins de mégawattheures, donc moins d'énergie produite de plus en plus au niveau mondial. Donc la décorrélation entre les deux est en train de se faire. La question c'est est-ce que ça va pouvoir s'accélérer ou pas? Et en fonction, ça donnera effectivement une croissance verte, entre guillemets, ou une impossibilité de croissance verte. Et donc, quelque part, une baisse inexorable du PIB, donc la fin de la croissance économique. Mais ça, c'est pour le coup, personne, moi je ne me prononcerai pas là-dessus, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Voilà. Il y a deux écoles. Mais c'est une vaste question et extrêmement intéressante, très étudiée. Merci à tous les deux. Je vous propose qu'on enchaîne et on note bien les questions qui arrivent. Il n'y a pas du tout de censure. On va les aborder au fur et à mesure et plutôt après la partie donc avec Christelle Martinez. Donc toujours dans le cadre de l'action du groupe EDF, il nous a semblé pertinent de vous partager quelques autres pistes de solutions. Et donc je vais laisser la parole à Christelle pour vous présenter des solutions concrètes et on reviendra sur les points des questions parce que je pense qu'il va y avoir du lien dans ce que Christelle va apporter. Bon, bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je suis Christelle Martinez. Je suis directrice du développement des entreprises au sein du groupe EDF et je travaille plus particulièrement sur la région Occitanie, ex-Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter une démarche qu'on a lancée en début d'année et qui s'appelle Optimia. Donc, cette démarche, elle vient d'un constat qu'on va voir la slide suivante. Que le monde industriel aujourd'hui est face à de nouveaux enjeux forts autour de la digitalisation, et décarbonation et digitalisation peuvent vraiment avoir un lien. Un enjeu fort, et Jérémy et Benjamin viennent en parler, autour de cette attente qu'on a du monde industriel pour qu'ils participent encore plus à la lutte contre le changement climatique, notamment en décarbonant une partie de leur activité. Et le troisième enjeu qui nous semble intéressant aussi à mettre en exergue, c'est que vous, patrons de PME et de TI, aujourd'hui, on attend aussi beaucoup de vous pour que vous agissiez en tant qu'industriel responsable sur votre territoire. Tout à l'heure, Benjamin parlait de bénéfices secondaires ou d'image. On voit bien que le monde industriel, aujourd'hui, a des enjeux d'image forts, des enjeux de marque employeur assez forts aussi, autant pour les salariés et pour travailler sur l'attractivité de son activité, mais aussi des enjeux vis-à-vis de ces donneurs d'ordre, on en a parlé, du territoire, qui veut vraiment aujourd'hui que les industriels jouent leur place d'entreprise responsable sur leur territoire. Il est fini le temps où l'industrie, comme il y a quelques dizaines d'années maintenant, vivait un peu
en autarcie. Aujourd'hui, l'industrie fait partie du monde dans lequel elle est et on attend beaucoup de l'industrie aujourd'hui. Et nous, pourquoi on a lancé Optimia? C'est parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, face à ces enjeux-là, le patron de PME, qui est le plus souvent dirigeant, directeur d'innovation, directeur de la stratégie, directeur financier, directeur RH, etc., savait pas trop par où commencer et quel était le fil de la pelote à pouvoir tirer pour s'engager dans cette transition vers l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pour ça qu'on a créé Optimia, pour vous accompagner dans la réflexion que vous pourriez mettre en place et dans un éventuel plan d'action que vous pourriez envisager pour votre entreprise. Donc Optimia, aujourd'hui, c'est une démarche, c'est un parcours. Alors, un petit rappel rapide, pourquoi on a créé ce parcours-là? EDF a une raison d'être aujourd'hui qui est forte et qui est construire un avenir neutre en CO2 pour nous, mais aussi pour nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit comment on peut accompagner le client dans cette démarche qui doit initier. Donc, c'est pour ça qu'Optimia, aujourd'hui, c'est un parcours en 2 grands temps, on va dire. Le premier temps, c'est la mise à disposition d'un bilan, d'un questionnaire qui va vous permettre de comprendre vos problématiques et de commencer à dégager les premiers axes d'action que vous pourriez imaginer. Donc, ce questionnaire, on l'a voulu simple, facile, rapide. Je vous mets le lien dans la conversation. Donc, c'est que en quelques minutes, grâce à ce questionnaire, on va pouvoir générer, nos experts vont pouvoir générer un rapport de préconisation et vous porter les premiers conseils que vous pourriez envisager pour lancer votre action vers la décarbonation. Donc, on est vraiment sur quelque chose que l'on propose aux clients dans une logique de commencer à initier la réflexion, l'action, et vous donner les premières pistes qui pourraient vous donner envie de vous engager encore plus vers cette décarbonation. Et ensuite, la deuxième partie de ce parcours, c'est la mise à disposition d'un écosystème de solutions qui pourrait aujourd'hui vous permettre de vous engager dans l'action. Donc, un petit point donc, sur la slide suivante. Voilà. Le questionnaire aujourd'hui, il est tourné autour de 5 grandes thématiques et qui regroupe vraiment, qui retrouve les propos de Benjamin et de Jérémy tout à l'heure. Donc, des thématiques autour de votre usine, qui vous êtes, comment vous marchez. Une thématique autour de la performance de vos procédés de production, autour de votre performance électrique et énergétique, vos engagements sociaux et environnementaux. Et Jérémy en a parlé, donc Benjamin en a parlé tout à l'heure, donc Jérémy en a parlé tout à l'heure, pardon, le changement et la conduite du changement dans votre usine. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle de décarbonation, on ne peut pas parler que d'une seule thématique. La décarbonation, elle a un vrai lien sur la performance énergétique. Il y avait des questions. Effectivement, vous ne pouvez pas, le patron de PME ne s'engagera pas dans une stratégie de décarbonation si derrière, il n'y a pas aussi de la performance à aller chercher. Donc, c'est pour ça qu'on a des questions sur votre performance, pour voir comment on peut améliorer cette performance grâce au levier de la décarbo et du digital. Des questions autour de vos engagements sociaux et environnementaux. La RSE, la décarbo sont intimement liées aussi. Et la conduite du changement à mener dans votre usine. Parce qu'on ne peut pas s'engager dans une démarche de ce type-là en oubliant le changement à mettre en place, en oubliant la communication à porter aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et donc, ce bilan va nous permettre, nous, de comprendre un peu quels sont vos grands enjeux, vos grandes attentes, pour pouvoir vous proposer des premiers conseils autour de 6 grandes thématiques que sont la stratégie de décarbonation, la performance énergétique, la stratégie digitale, la performance industrielle, la conduite du changement et votre performance électrique. Donc là, ça nous permet tout de suite de voir quels sont les points forts et les points de vigilance sur lesquels il va falloir aller travailler. Dans une logique aussi, tout à l'heure, quelqu'un posait la question d'efficacité des actions. On sait bien que commencer par des actions relativement faciles au départ, ça permet d'engager tout son personnel, ça permet aussi d'engager son territoire et pourquoi pas commencer à parler avec ses donneurs d'ordre pour mettre en place des premières actions peut-être un peu plus simple, commencer à s'acculturer et
à sensibiliser tout le monde sur ces enjeux forts autour de la décarbonation. Et ensuite, thématique par thématique, nous, on commence à mettre le doigt de façon un peu triviale sur, tiens, là, tu n'as pas, vous parliez tout à l'heure, il y avait une question sur quels sont les éléments dont les actions ont une rentabilité assez rapide. Une question, un sujet là qui me vient tout de suite, c'est, ben voilà, aujourd'hui, tu pourrais mettre en place une action de relamping au sein de ton usine. C'est quelque chose qui est rapide, facile et qui permet d'avoir des retours sur investissement assez immédiats. Donc, l'idée de ces conseils, c'est ça, commencer à vous donner quelques éléments de compréhension pour que demain, vous vous engagez encore plus dans la décarbonation avec un écosystème derrière. Donc, sur la slide suivante, où on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle décarbonation, digitalisation ou action durable, dans la décarbonation, il y a le bilan carbone dont parlaient Benjamin et Jérémy, mais surtout les actions à mettre en place, comme le fait Urbanomy sur un champ des possibles assez large. Autour d'eux, on a mis des exemples, de la mobilité, de la performance énergétique, etc., etc. Le digital, un point que je voudrais un peu souligner sur les outils connectés de suivi de performance. Aujourd'hui, Jérémy le soulignait, tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas maîtrisé. Et aujourd'hui, souvent, la première action qu'on propose à nos entreprises industrielles, c'est de mettre en place un système de suivi de sa performance énergétique, de toutes ces données. Aujourd'hui, il existe des solutions digitales assez simples à mettre en place au sein de la PME industrielle et qui vous permettront tout de suite d'avoir la vision de ce que vous pourriez engager ou en tous les cas d'avoir une vraie cartographie, une vraie vision de votre impact. Et ensuite, des solutions aussi qui existent autour de la RSE, la communication, la marque employeur. La décarbonation peut être un vrai facteur d'attractivité et d'amélioration de votre marque employeur. Toujours un petit suspense quand il y a 2 slides qui se suivent. Donc, sur la slide suivante, un petit point rapide, puisqu'on va aller vite, on a jusqu'à 10 heures. Donc, sur un retour d'expérience d'un client dans le secteur de la mécanique. Donc, c'était un industriel aujourd'hui qui voulait se lancer dans des actions, mais qui disait, moi, la gestion de projet, je n'ai pas une ressource chez moi qui fait ça. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, donc de me lancer dans cette réflexion et de cette action. Ces grands enjeux, c'était l'efficacité énergétique, donc la performance, on est d'accord, et la décarbonation de son activité à venir. Il a fait le bilan Optimia et effectivement, ça a confirmé que dans le domaine de la décarbonation, il y avait des actions à mener, dans l'efficacité énergétique également. Donc, notre rapport de préco a mis en exergue ces points de vigilance et ces points forts. On lui a donc, ça lui a permis de commencer à se dire, bah oui, tiens, je pourrais faire ça ou je pourrais me lancer dans telle action, donc de façon un peu progressive et itérative. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu lui proposer, donc on a proposé 3 grands domaines d'action identifiés à la suite du bilan. C'est la décarbo, l'efficacité énergétique, et il avait des soucis sur ses installations électriques, donc des soucis de coût d'énergie aussi. Et donc, on lui a proposé un plan d'action complet de décarbonation, donc, où là, avec des actions assez simples à mettre en place, on a une vision du retour qu'on peut en avoir sur la baisse de ses émissions de CO2 et son impact en équivalent tonne de CO2. Donc, ça lui permet tout de suite d'avoir la vision de ce qu'il pourrait engager et une expertise des consommations de fluides, ce que je disais tout à l'heure, avoir la vraie vision de ce qu'on est, de ce qu'on consomme, de l'impact qu'on peut avoir. C'est la première des actions à mettre en place selon nous. Et au final, sur ces solutions, donc ce qui l'a intéressé et ce qu'on vous dit un peu en subliminal depuis tout à l'heure, quoi. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans une action de décarbonation, le faire tout seul, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de la ressource et les actions ne seront pas forcément toujours pertinentes. Être accompagné avec un interlocuteur privilégié qui a une vision globale de ce que vous êtes, on l'a vu, scope 1, scope 2, scope 3, c'est pas toujours simple d'avoir cette vision large. Donc, se positionner en gestion de projet dès le départ, ça vous permettra d'être encore plus efficace sur les actions que vous déciderez de mettre en place
aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, les solutions qui ont été proposées ont été des solutions autour du suivi de ces consommations énergétiques, de l'optimisation énergétique de ces équipements. Aujourd'hui, quand on est un industriel, et vous le savez encore mieux que moi, sur vos utilités, sur vos équipements aujourd'hui, l'optimisation de vos équipements vous permet vraiment de gagner en efficacité industrielle et énergétique. Il existe des accompagnements financiers pour ça, via des C2E, via le plan de relance. C'est véritablement intéressant c'est le moment en fait de vraiment se lancer dans cette réflexion-là. On avait aussi proposé, donc sur sa décarbonation, il était intéressé sur de l'autoconsommation, de la mobilité électrique. C'est un sujet, la mobilité, hein, dans le cadre de la décarbonation. S'engager dans une démarche de mobilité électrique, ça vous permet vraiment de diminuer votre impact CO2 et vos économies de CO2 assez rapidement. Et un plan d'action décarbonation dont je vous ai parlé assez rapide. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur le suivi de ces consommations, 5% d'économie sur la facture énergétique assez rapidement. L'optimisation de ces équipements, on a pu aller chercher des économies sur ces dépenses d'énergie. L'autoconsommation solaire, tout le monde le sait aujourd'hui, et Benjamin et Jérémy en ont parlé, il y a une explosion des coûts de l'énergie aujourd'hui, donc commencer à travailler à mieux maîtriser sa facture d'électricité parce qu'on est son propre producteur, ça peut avoir un sens. Le changement de véhicule thermique en véhicule électrique, c'est véritablement aujourd'hui un sujet à garder en tête. Et ce plan d'action décarbonation a permis d'avoir la vision globale sur j'économise 30 tonnes de CO2 par an. 30 tonnes de CO2 pour une PME, c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Et un petit point aussi, et ces messieurs en ont parlé aussi tout à l'heure, le financement. Il existe aujourd'hui des financements, des opportunités d'aller chercher de la subvention, etc., qui sont vraiment à prendre en compte dès aujourd'hui. Voilà très rapidement ce que je voulais vous présenter pour laisser un peu les témoignages. Mais voilà, vous dire qu'il existe aussi des solutions qu'on a créées, nous, qu'on met à votre disposition pour que vous commenciez à initier votre action et que vous commenciez à vous dire, bah oui, tiens, je pourrais me lancer sur des actions de ce type-là aujourd'hui avec du quick win, avec des actions avec du R sur I attendu un peu plus long terme, qui permettent d'ores et déjà de commencer à vous lancer dans cette transition vers la décarbonation. Merci Christelle. On n'oublie pas les questions qui ont été posées précédemment. Peut-être répondre rapidement à la question de Virginie qui est directement en lien avec ce que tu viens de présenter sur comment on peut suivre le plan d'action et les économies de CO2 sont-elles certifiées? Alors aujourd'hui, le plan d'action, c'est un plan d'action qui est proposé et le calcul des économies de CO2, c'est du calcul de bilan ADEME, bien évidemment. Hein, donc, c'est du calcul certifié par l'ADEME. Le plan d'action, ce qu'on propose, nous, c'est qu'on fait un point zéro. Donc, aujourd'hui, vous en êtes là. Si vous mettez en place telle ou telle action, vous allez économiser tant de CO2. L'année suivante, on fait un bilan des économies de CO2 qui ont été initiées. Notamment, le bilan carbone est vraiment une opportunité de se mettre en place à ce moment-là. Et sur les économies de CO2 certifiées, aujourd'hui, elles ne sont pas labellisées, si c'est ça la question. Elles sont optimisées parce qu'on prend une méthodologie ADEME, mais avec les bilans carbone aujourd'hui, on peut tout à fait certifier les économies de CO2. Il existe de nombreuses solutions, notamment sur des plateformes existantes ou même sur du bilan carbone, où on certifie les économies de CO2. Donc, on peut valoriser ça vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de son écosystème et de ses donneurs d'ordre. Tout à fait. Merci Christelle. Avant de poursuivre et de revenir sur les questions, je pense qu'on glissera un petit peu dans le temps, un petit peu après 10 heures. Je voudrais qu'on prenne le témoignage qui est vraiment dans la continuité de tout ce qui vient d'être présenté, de 2 industriels sur le territoire du Gard qui ont commencé à engager des actions de cette nature. Je vais peut-être laisser la parole en premier lieu à François Cisterne pour Sanofi. François, si tu es avec nous, si tu peux activer ton micro et ta caméra. Oui, bonjour à tous. Alors, on t'entend bien. La caméra est bloquée. Là, tu as dû bloquer ma caméra.
Ah, je vais la réactiver. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter, vous présenter un petit peu ce qui est fait par quelques industriels sur le territoire. Donc François, je te laisse la parole pour Sanofi. Oui, bonjour à tous. Alors merci aux intervenants précédents, c'était très intéressant, très clair. Et effectivement, moi je vais témoigner pour Sanofi à Ramon. Et vous allez voir qu'on est quand même bien en ligne avec ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, une petite présentation de Sanofi, donc chacun le sait, je pense, qui est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique, leader français en tout cas. Et donc, j'ai le plaisir de travailler sur le site d'Aramon, qui est situé donc dans le Gard, pas très loin d'Avignon, et qui est un site donc de production de principes actifs chimiques, et qui manage pas mal de procédés thermiques. Donc, pour faire le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, donc on est bien dans une des industries les plus consommatrices d'énergie, et en plus avec la partie thermique qui est prépondérante. Donc, pour donner un exemple, là, notre consommation d'énergie thermique est de 55 gigawattheures. Non, ça c'est électrique, pardon, 55 gigawattheures, et thermique 40 gigawattheures. Donc ça fait quand même une belle consommation. Alors, où est-ce qu'on se situe au niveau de Sanofi et du site en termes d'économie d'énergie et de décarbonation? Alors d'abord au niveau du groupe, comme la plupart des grands groupes, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un engagement de décarbonation à l'horizon 2050, la neutralité carbone. Et puis au niveau du site, là c'est une histoire qui a commencé il y a pas mal de temps, puisqu'on est certifié sur la norme ISO 50001 depuis 2014, et que la démarche, on va dire, de réduction de notre impact a commencé, je dirais, bien avant, puisque déjà dans les années 2006 jusqu'à 2013, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, en particulier avec la mise en place d'un incinérateur, et on y reviendra. Donc, il se trouve que notre site est un site soumis à quota de CO2. Donc, ça veut dire qu'on fait partie du processus d'échange de carbone. Et donc, cette question du carbone et cette question de l'énergie a été à l'ordre du jour depuis pas mal de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au début? C'était surtout des projets qui étaient en lien avec les économies d'énergie. Mais qui étaient des projets, on va dire, locaux. Alors, on est quand même une usine importante, on a 800 personnes en CDI, avec pas mal d'activités différentes. Et donc, il y a beaucoup de bâtiments sur ce site, et donc les projets étaient, on va dire, dispatchés sur le site avec des initiatives locales. Et on a été chercher des projets qui avaient du payback. Donc, on a fait j'ai envie de dire, la partie la plus facile dans les années 2010-2020. Alors, en ayant quand même des résultats importants, puisque aujourd'hui, on a quand même diminué par rapport à 2017, on a quand même diminué d'une vingtaine de % notre consommation d'énergie. Et puis, ces dernières années, on a vu que le carbone prenait une importance majeure avec la politique du site, du groupe, pardon, qui mettait beaucoup l'accent sur le carbone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre plan d'action pour obtenir ces objectifs de réduction carbone? On va jouer sur 4 leviers. Et vous allez voir qu'on va reprendre des leviers qui ont déjà été cités. Alors, le premier levier, changement de l'énergie à la source. Donc, on avait une source qui émettait du carbone, on va essayer de la substituer par une autre source. Alors, je veux donner l'exemple de notre parc photovoltaïque solaire, donc, qui est en cours de construction. C'est un parc qui a été initié en 2016, en collaboration avec EDF Renouvelables.
et qui va rentrer en fonctionnement en 2023. Donc ce parc, il a la particularité d'être en autoconsommation, on en a aussi parlé, et l'autoconsommation, elle est très vertueuse, hein, dans la mesure où, comme on vient de le dire, on produit sa propre électricité, mais ensuite, en plus, on ne soumet pas le réseau à une puissance supplémentaire. Donc, on va au contraire alléger la charge du réseau. Ça, on l'a vu pas plus tard qu'il y a 15 jours lors d'une conférence chez Enedis. C'est une problématique importante d'Enedis d'accompagner tous ces raccordements et toutes ces augmentations de puissance. Donc, nous allons avoir un parc photovoltaïque qui va alimenter à peu près 11% de notre consommation électrique. Donc, c'est une énergie évidemment totalement décarbonée, et c'est une énergie qui n'a pas besoin de certificat de décarbonation, puisque c'est nous qui la produisons. Alors ça a été fait, je précise quand même, en collaboration avec la Cleantech Valley, hein, qui nous a apporté beaucoup d'aide, et ça faisait partie aussi du contrat de transition écologique qui avait été signé avec l'État. Un autre exemple de substitution d'énergie, c'est l'utilisation de la géothermie. La géothermie peut être utilisée pour des besoins de chauffage. Donc, on va en fait puiser de l'énergie dans le sol pour pouvoir la rehausser en niveau thermique et pouvoir assurer des besoins de chauffage. Donc ça, c'est un projet qu'on a en magasin et qu'on veut essayer de lancer, en tout cas en test cette année, mais c'est un bon exemple, là aussi, de substitution. Un autre levier, c'est le sourcing, essayer d'adopter un sourcing décarboné. Donc ça, ce sont les certificats d'énergie verte. Donc ça se situe au niveau de notre groupe qui va contracter avec les fournisseurs d'énergie des approvisionnements en énergie verte. Et ça va être le cas pour toute notre électricité. C'est déjà le cas pour toute notre électricité. Alors bien sûr, la contrepartie, c'est qu'on le paye un peu plus cher. Et puis, ça commence à l'être aussi pour notre gaz. Ensuite, des initiatives de réduction. Le troisième levier qu'on peut utiliser, hein, c'est des réductions de demande à la source. Et ce sont effectivement les choses les plus vertueuses. Je citerai un exemple. L'optimisation de nos réseaux de ventilation et chauffage. Nous sommes une industrie pharmaceutique, donc nous utilisons ce qu'on appelle des salles propres qui vont utiliser beaucoup de traitements d'air, donc avec des débits d'air importants qu'il faut traiter, qu'il faut chauffer, qu'il faut refroidir. Et puis aussi des procédés chimiques qui ont besoin d'énergie pour évaporer, pour condenser, pour faire plein de choses. Et donc, des projets qui vont pouvoir réduire la demande de ces choses-là, eh bien, c'est évidemment une action directe sur le besoin en énergie, donc indirectement sur les émissions de CO2. Et puis, je voudrais finir, quatrième levier, sur ce qui nous tient à cœur et ce qui nous fait beaucoup dépenser d'énergie, mais d'énergie humaine en ce moment, c'est la valorisation de l'énergie perdue. Donc il se trouve que l'industrie souvent dispose de sources d'énergie perdue qu'on ne peut pas utiliser parce que trop basse en niveau thermique ou trop éloignée de l'usage. Donc là, on a lancé une grande initiative avec un partenaire qui s'appelle Dalkia pour pouvoir récupérer l'énergie perdue au niveau de notre incinérateur. Donc un incinérateur, comme son nom l'indique, ça brûle et ça rejette finalement, un peu comme tous les procédés thermiques, ça rejette entre 25 et 30, voire plus, % de son énergie dans l'atmosphère. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer cette énergie, la valoriser et là, ensuite la distribuer à des usages industriels. Donc, je ne vais pas décrire le projet, mais c'est un projet qui est très structurant et qui a une grosse importance pour le site, qui va permettre de réduire de 40% nos besoins en gaz, qui va permettre aussi de réduire notre besoin en électricité. Donc tout ça, bien entendu, vient se complémenter ce que j'ai dit avant, hein. C'est un projet qui a été lauréat
de l'appel à projet décarbonation au mois d'octobre dernier. On en parle de 14 gigawattheures de gaz économisés, de 14 millions d'euros à investir. Alors, on a décidé récemment, là, pas plus tard qu'hier, que ça sera Sanofi qui va porter l'investissement. Nous serons fortement aidés par des subventionnements, en particulier avec l'ADEME, et là aussi, notre appartenance à la Cleantech Valley et les bonnes relations qu'on peut avoir avec l'ADEME n'y sont pas pour rien. Et finalement, avec le contexte actuel, le business model finalement est intéressant pour Sanofi, malgré l'importance de l'investissement pour notre site, parce que 14 millions d'euros, c'est quasiment une année d'investissement pour le site, hein, pas tout à fait, mais pas loin. Donc, on arrive quand même, avec le contexte actuel, à sortir un business model qui est équilibré et qui tient la route. Voilà, alors je suis peut-être déjà un peu trop parlé, mais je voulais juste conclure avec le fait qu'on reçoit, enfin moi je ressens une forte accélération au niveau des instances de Sanofi vis-à-vis de ce sujet-là. C'était des sujets qui, il y a 3-4 ans, n'étaient même pas imaginables. On ne pouvait pas pouvoir présenter ce genre de projet. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une prise de conscience. Juste aussi une chose, la norme ISO 50001 en termes de méthodologie, pardon, ça ressemble énormément à ce qui vient d'être dit hein, sur comment gérer une stratégie de réduction d'énergie et du suivi. Donc cette norme, elle est très utile de ce point de vue-là. Et puis, oui, bien sûr, je confirme aussi l'importance du mesurage. Hein, ça, c'est la première chose. Hein, si on n'a pas de mesure, ben, on n'arrive pas à faire valoir des projets. Donc ça, c'est la première étape. Mais nous étions déjà précurseurs depuis longtemps. Et puis, là, cette fois-ci, c'est le dernier mot. Quelles sont les difficultés qu'on a pu rencontrer ? Oui, pour faire ce genre de choses, il faut avoir de la compétence suivi de projet et il faut avoir des ressources. Il faut pouvoir passer du temps à aller chercher les subventions et les aides et les partenariats. Et donc, d'où l'importance du réseau qu'on peut constituer. Voilà. Merci François pour ce témoignage assez riche. Je sais que tu avais une contrainte à 10 heures. Il y a une question de Virginie, mais peut-être à laquelle du coup Cyclife et toi, François, vous pourrez répondre après le témoignage de Cyclife sur l'engagement demandé aux sous-traitants, notamment par les grands groupes, mais certainement progressivement par l'ensemble des entreprises sur le territoire. Avant d'y apporter réponse, peut-être Marielle Roblot, donc qui est secrétaire générale de Cyclife, qui est une usine de traitement des déchets nucléaires située à Codolé. Peut-être un témoignage également un peu de la même nature que François Cisterne de votre part. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je vais témoigner au nom de Cyclife France. Alors Cyclife France, ça se situe à Codolé. On est à proximité de la plateforme de Marcoule et on est une filiale à 100% du groupe EDF. Donc nous, notre périmètre d'activité, c'est le traitement des déchets nucléaires. Et l'enjeu de notre activité, c'est qu'on fait de la réduction de volume. Donc, on a déjà un enjeu sociétal fort qui est de préserver nos ressources de stockage de déchets nucléaires. Mais malheureusement, ça a un coût puisque nos procédés sont thermiques. Hein. On utilise des procédés tels que l'incinération, la fusion, qui sont très consommateurs d'énergie. Donc c'est pourquoi en fait on s'est lancé. Alors on s'est lancé un petit peu plus tardivement que Sanofi parce que je dirais que ça a pris vraiment corps cette action-là il y a à peu près 3 ans. On est donc une entreprise électro-intensive dans le domaine du nucléaire, donc pas mal de contraintes.
Et on avait vraiment la volonté de maîtriser notre impact, puisqu'on s'inscrit aussi dans la raison d'être du groupe EDF. Mais le deuxième volet, on voulait aussi ne pas négliger l'aspect qualité de vie au travail, parce que pour nous, c'est des enjeux qui sont complètement complémentaires. Déjà parce que ça suscite l'innovation, ça suscite l'engagement des personnes pour trouver des idées pour maîtriser nos consommations. Donc, on a vraiment construit le projet à la fois pour maîtriser nos impacts en prenant en compte les enjeux réglementaires et budgétaires qui étaient très contraints et avec une volonté d'impliquer nos salariés. Donc, les actions qu'on a menées, je vais être très rapide parce qu'effectivement, on a une démarche qui est moins implantée que Sanofi. Toutefois, on a vraiment une démarche qui couvre le hors périmètre industriel et le périmètre industriel. Donc, concernant le hors périmètre industriel, on a investi dans un nouveau bâtiment à basse consommation énergétique. Il faut savoir que nos salariés, depuis l'origine, depuis 96, je crois, étaient dans des structures modulaires, donc qui, d'un point de vue consommation énergétique, était juste une catastrophe. Et puis, sous l'angle de qualité de vie au travail, c'était pas du tout confortable et ça ne répondait pas du tout aux nouvelles façons de travailler. Donc, c'est chose faite, ce bâtiment, on a aménagé à l'automne 2021. On a également installé des bornes de charge. Ça a motivé, mine de rien, nos salariés. Alors ça, c'était basé sur une enquête pour savoir si, effectivement, certains salariés avaient des projets d'achat de véhicules électriques. Et effectivement, on peut voir que depuis qu'on a mis les bornes de charge en place, ça date d'une petite année, on a doublé déjà le nombre de véhicules électriques. Donc, ça veut dire que des salariés ont pu concrétiser leur projet d'achat de véhicules électriques. Et puis, le projet qu'on a en cours, toujours hors bâtiment industriel, c'est la création d'ombrières. Donc là, on voit aussi le confort pour les salariés, mais aussi effectivement le fait de produire notre propre électricité. Alors là, il y a quand même un scoop, je crois que je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, c'est Virginie, je crois. Et là, on est dans un contexte où le coût de l'énergie est tel que notre projet va être rentable ou en tout cas amorti beaucoup, beaucoup plus rapidement que ça n'était prévu il y a encore 18 mois quand on y réfléchissait. Donc, ce contrat, on va le signer dans les prochains jours. Donc, ces panneaux devraient voir le jour en 2022. Je vais passer au périmètre industriel. Donc effectivement, là où il y a déjà pas mal d'exemples qui ont été cités. Donc nous, la première action qu'on a menée, c'est effectivement de faire un diagnostic sur nos consommations et notamment l'action sur l'optimisation de l'éclairage est déjà lancée puisqu'on est en train de remplacer tous nos éclairages sur l'installation par des LED. Donc ça, c'est très concret. Et puis, on vient d'installer le suivi de la performance énergétique, le suivi des consommations de nos équipements, puisque ça, c'est censé alimenter notre plan d'action pour justement faire les optimisations matérielles qui vont bien. Alors, ces optimisations matérielles, on ne les fait pas n'importe comment. On saisit des opportunités d'obsolescence, de renouvellement de matériel où on va justement acheter différemment. Ça a été le cas l'année dernière puisqu'on a remplacé des groupes froids qui étaient émetteurs de gaz fréon, qui consommaient beaucoup. On les a remplacés par des groupes froids de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, donc, voilà, ça a été un pied mis dans cette démarche d'achat un petit peu différente que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et là, on a notre service maintenance qui est hyper impliqué. Et c'était ça qu'on ne voulait pas rater. On veut que ces personnes qui sont à l'origine des choix d'investissement soient complètement sensibilisées à ces enjeux-là pour justement acheter différemment. Ça change aussi les pratiques d'exploitation. Donc, on voit des synergies qui se créent entre les exploitants et la maintenance pour justement pratiquer différemment, fonctionner différemment et mieux consommer. Notre prochaine étape, ça serait effectivement de récupérer la chaleur de nos procédés thermiques. On a énormément de pertes actuellement. Non seulement ce sont des procédés thermiques qui consomment du fioul,
qui consomment de l'électricité. Mais en plus, on n'arrive pas aujourd'hui à transformer et à récupérer cette chaleur. Donc, c'est des dossiers qu'on a lancés pour justement voir comment on pouvait encore aller plus loin. En termes de pilotage, puisqu'on en a beaucoup parlé, on s'est fait aider, hein. Nous, même si on pilote des projets, on est habitué à piloter des projets thermiques, des projets de performance. Quoi qu'on dise, on n'est pas habitué à ces sujets-là. Donc nous, on se fait appuyer par l'équipe de Christelle Martinez, hein, qui nous aide beaucoup sur ces sujets-là, à la fois pour faire le diagnostic, faire les choix d'investissement et puis, les choix de pilotage. Et on vise la certification ISO 50001 l'année prochaine. Alors pourquoi? C'est parce qu'on est déjà certifié sur d'autres normes et qu'on a un système de management qui intègre l'ensemble des champs, que ce soit l'environnement, la sécurité, la qualité. Donc on s'est dit, il faut absolument que la performance énergétique, elle soit aussi intégrée dans le système de management pour qu'on puisse travailler dans la durée. Voilà ce que je peux dire en termes de témoignages rapides concernant notre action sur le sujet. Merci beaucoup, Marielle. Peut-être avec François, vous pourriez apporter une réponse. Donc, on voit que les solutions engagées par les industriels que vous êtes ne sont pas de même nature et pourtant, elles œuvrent toutes dans le même sens et elles sont toutes motivées par voilà, décarboner l'activité. Par rapport à vos sous-traitants, donc c'était la question de Virginie, est-ce qu'il y a des engagements aussi qui sont demandés dans vos fournisseurs et sous-traitants aujourd'hui ou peut-être dans quelques temps? Alors, moi, je peux peut-être apporter une réponse, non pas avec nos sous-traitants, mais en fait, on est fournisseurs nous-mêmes de différents industriels, puisqu'on fabrique pour Sanofi, mais on fabrique aussi pour d'autres industriels des principes actifs. Et donc, on est sollicité par ces clients-là pour donner notre bilan carbone. Donc, on nous demande, pour fabriquer 1 kg de ce principe actif, quelle est la quantité de carbone que vous émettez. Alors, c'est quelque chose qui commence à devenir important. C'est pas facile à faire, hein, parce que quand vous faites une trentaine ou une quarantaine de principes actifs, comment affecter les tonnes de CO2 à l'un et à l'autre. Voilà, donc c'est des petits jeux des petits exercices qui commencent à arriver. Nous, on n'en est pas encore arrivé à demander le bilan carbone de nos fournisseurs, mais on imagine que ça va arriver. La difficulté, hein, c'est qu'on a beaucoup de fournisseurs internationaux de par le monde et que donc ça risque d'être très, très difficile de tout synthétiser. Mais voilà, en tout cas, la démarche, elle est déjà là. Alors de notre côté, on n'en est pas encore là, nous, Delphine. Clairement, alors nous, on a un enjeu de transport qui est important, qui pourrait être un prochain sujet. Et effectivement, je pense aussi que ça va arriver à un moment donné. Pour l'instant, on ne l'a pas encore via les contrats qu'on émet avec nos clients, on n'a pas encore cette demande-là. Mais je pense que sur le transport, notamment, il pourrait arriver des choses, en tout cas, pourrait nous challenger là-dessus. Merci. Alors effectivement, il est 10h10 presque. Je vous propose que tous nos speakers puissent rallumer leur caméra. Merci à François et Marielle pour vos témoignages. Restez avec nous si vous le souhaitez. Il y aura certainement des questions peut-être à votre attention. On va peut-être reprendre les questions comme elles sont arrivées. Et donc Virginie qui vient d'en donner une. Alors oui. Combien de temps faut-il pour mettre en place une démarche de réduction carbone? Effectivement, on n'a pas parlé de cette mise en œuvre et de ce rapport au temps. Et faut-il se préparer maintenant si on est votre sous-traitant? Je pense qu'il faut pas mal de temps, effectivement, pour faire cette démarche-là. C'est toute une culture à acquérir, des outils, de la communication aussi, beaucoup de communication. Donc oui, il faut s'y mettre tout de suite, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous, on est dans les quotas de CO2, donc ça fait déjà j'ai envie de dire des dizaines d'années qu'on y est, mais voilà, faut pas sous-estimer la difficulté. Il faut y aller. Peut-être sur la mise en œuvre, Christelle ou Benjamin, Jérémy, côté Urbanomy, sur l'anticipation?
Oui, alors ça va dépendre effectivement de la taille de l'entreprise et du type de business. Globalement, il y a plusieurs étapes dans un bilan carbone. La première, c'est de comprendre un peu de quoi on parle. Ensuite, c'est de définir vraiment le périmètre. Donc, il y a un premier échange qui va permettre de définir quels sont les périmètres amont et aval des activités de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a un travail qui est fait du coup par le consultant pour définir la situation actuelle, rééchanger de nouveau sur ensuite quelle est la dépendance aux fossiles et quels sont les plans d'action à mettre en place. Donc, bon, ça dépend. Pour une toute petite entreprise, ça peut être fait en quelques semaines. Pour une entreprise de taille plus importante, c'est plutôt quelques mois, voilà, entre 3 et jusqu'à 6 mois pour une entreprise avec multi-sites qui là va être un peu plus complexe. D'autant plus qu'on arrive sur des considérations plus complexes quand on a des sites à l'étranger. Merci. Alors, il y avait une question de Vanessa X sur comment prenez-vous en compte l'ACV ou une démarche d'économie circulaire dans la stratégie de décarbonation? Alors, moi, je peux témoigger au niveau de Sanofi. L'économie circulaire, c'est le recyclage de certains déchets, par exemple. Et ça a un gros impact au niveau du scope 3. Donc, comme il n'est pas encore vraiment pris en compte, malheureusement, c'est pas encore sur le devant de la scène. Mais en tout cas, ce sont des projets qu'il va falloir développer parce que ça peut être des réductions de CO2 encore plus importantes que les économies d'énergie. Un complément à apporter pour… Peut-être, oui, juste pour apporter un complément, c'est important effectivement d'être proactif vis-à-vis de ces démarches, d'avoir une vision d'analyse de cycle de vie de ses produits, de ses services, voire d'éco-conception. C'est-à-dire que dès le début, se projeter effectivement sur une analyse de cycle de vie complète de ces produits vis-à-vis des gaz à effet de serre, mais vis-à-vis de l'ensemble des impacts que ça peut avoir, hein, d'ailleurs. Il va y avoir effectivement, tout ça, c'est de l'ordre du scope 3. Donc, on sait qu'il va y avoir une pression croissante dessus. Il va y avoir une demande aussi de transparence et d'affichage dessus aussi qui va être de plus en plus importante. Aujourd'hui, voilà, les produits, je ne sais pas, alimentaires, par exemple, doivent être étiquetés vis-à-vis du Nutri-Score. Dans les années à venir, c'est une quasi-certitude, ils devront l'être aussi vis-à-vis de leur empreinte carbone, les produits et toutes sortes de produits. Donc pour ça, il faudra être en mesure effectivement de pouvoir faire ces calculs sur l'empreinte carbone de ces produits et ça se fait via une analyse de cycle de vie. Donc c'est indispensable et ça le sera de plus en plus de pouvoir mener ce genre d'études. Merci Jérémy. Une question posée par Aurore Rognier, on y a un petit peu répondu, mais avez-vous des exemples d'actions avec retour sur investissement rapide? Donc on l'a vu hein, que les investissements pouvaient apporter des économies notables. Est-ce qu'on pourrait en dire un petit peu plus que ce qui a été présenté dans le webinaire? Je peux donner, si vous voulez, quelques exemples concrets. J'ai travaillé récemment pendant plusieurs mois pour la division alliage des Ramettes, Robert Duval, qui concrètement qui font des alliages. Donc je pense qu'on est en plein dans l'industrie. Et donc ce sont aussi des obligés vis-à-vis du système ETS, donc vis-à-vis des quotas carbone. Et du coup, pour tous ces sites-là, il y a un double intérêt effectivement à diminuer leur consommation de gaz naturel. Déjà, non seulement parce que les prix ont explosé, donc il y a un intérêt direct, et puis diminuer ses consommations de gaz naturel, c'est également diminuer les quotas carbone à acheter sur les marchés, dont les prix ont également explosé. Donc le levier, il est double, et du coup, toutes les actions qui visent à consommer moins de gaz naturel, soit en électrifiant ces procédés industriels, soit simplement en consommant moins, ont un impact très fort et un retour sur investissement très rapide de manière générale dans l'industrie. Et particulièrement voilà, sur les sites qui sont obligés vis-à-vis du système des quotas carbone. Donc on peut penser effectivement à des électrifications, on peut penser à de la récupération de chaleur fatale, ça avait été un petit peu évoqué. On peut penser à un ensemble d'actions qui ne nécessitent aucun investissement, qui sont juste des bonnes pratiques
par exemple, augmenter le taux de remplissage de ces fours, ou des investissements qui sont assez minimes, comme isoler mieux ces fours, et qui ont des impacts sur la consommation de gaz naturel qui sont très importants. Donc voilà, et encore une fois, comme il y a cette double mécanique de double paiement où on paie le gaz naturel et on repaie ensuite des quotas carbone dessus, évidemment, là, il y a de retours sur investissement très rapide. Voilà, pour donner un exemple concret. Bon, ça a été cité aussi, mais c'est aussi le renouvellement de machines obsolètes et inefficaces. Alors, c'est souvent pas du quota carbone, parce que c'est souvent électrique, mais on pense au groupe froid, on pense aux compresseurs, aux surpresseurs. Il y a des machines qui sont très anciennes et qui peuvent être changées par des machines modernes et qui sont nettement plus efficaces et qui peuvent donc conduire à des paybacks assez rapides. Une autre question qu'on avait passée au début, donc comment prenez-vous en compte les effets rebonds dans la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Par exemple, la réduction des émissions qui permettrait potentiellement d'augmenter la production. Alors, je peux peut-être prendre cette question-là aussi. Effectivement, pour une entreprise qui a un plan de croissance important, et c'est là que voilà, j'évoquais le choix des bons indicateurs. Peut-être que l'indicateur qu'il faut regarder, c'est les émissions par tonne produite ou par unité produite, peu importe ce qu'ils produisent. Et pourquoi ça peut être pertinent de regarder ça? Parce que si on a une stratégie et un plan de croissance importante de sa production, mais sur un marché qui, lui, ne croit pas, ça veut dire qu'on prend des parts de marché à un autre. Et si on prend des parts de marché à un autre avec une efficacité carbone de production meilleure que l'autre, on participe globalement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre de son secteur. Donc, et il y a des méthodologies qui prennent en compte ça, c'est-à-dire les émissions évitées à d'autres. Et donc, en choisissant les bons indicateurs, à savoir plutôt une émission par tonne produite et les bonnes méthodologies pour évaluer ces impacts, on peut à la fois allier voilà, une croissance de la production qui peut être importante et pourtant travailler efficacement une stratégie de décarbonation malgré tout de son activité. Ouais, je crois qu'il faut aussi mettre en avant l'éco-conception, c'est-à-dire que c'est quand on fait ce genre de nouveaux projets, bah, il faut faire l'effort d'aller chercher les bonnes méthodes, hein, qui sont souvent pas les plus simples. Et puis, il faut aussi peut-être se remettre en question sur son process et se dire, tiens, c'est l'occasion d'aller chercher des process plus vertueux et moins consommateurs. Alors, un lien Là peut-être aussi, avec, c'est souvent pas la plus facile. un lien peut-être avec une question qui avait été posée sur comment évaluer le bilan Moi, je des dois gaz vous à effet quitter, de je suis serre. désolé. Donc, merci à tous. Merci François. Sur les produits importés, parce que peut-être y a-t-il aussi des solutions pour limiter un peu plus les importations, je ne sais pas. Côté Urbanomie, peut-être une piste de réponse sur tout ce qui est importation, sur l'évaluation des... Oui, alors déjà les facteurs d'émission en fait prennent en compte des produits qui sont faits à l'étranger. Donc voilà, on a des bases typiquement la base ADEME fournit des facteurs d'émission qui sont qui correspondent aussi à des produits faits à l'étranger. Donc là-dessus, il y a effectivement tout un tas de données qui existent. Plus le pays finalement est producteur, ou plus le produit est généralisé dans sa production, dans son utilisation, plus on va avoir de données sur ce produit. Parfois, il faut recréer ce facteur d'émission ou essayer de trouver le bon compromis ou les bonnes hypothèses pour l'évaluer. C'est sûr qu'on n'a pas les données pour tous les produits, pour toutes les origines. Ensuite, pour la question du coup sur comment contrebalancer ça ou comment essayer de réduire les émissions des produits qui viennent de l'étranger, ça c'est typiquement le genre d'action stratégique qui doivent être mises en place sur le long terme pour essayer de réfléchir à potentiellement chercher à changer de fournisseurs ou trouver des fournisseurs qui viennent de pays qui produisent de manière plus
plus propre, entre guillemets, ou qui est moins émettrice. Et ça, c'est pas des choix faciles, mais c'est des choix qui doivent être faits parce que sur le long terme, c'est la même chose que la dépendance aux fossiles. On va avoir un bénéfice économique. Ou mettre la pression sur son fournisseur pour que ça des pratiques qui vont être de plus en plus courantes et de plus en plus acceptables. Mettre la pression sur son fournisseur pour qu'il décarbone ses produits et services que vous lui achetez. Exactement. Et puis, si je peux me permettre, aujourd'hui, on parle de décarbonation de façon globale, mais n'oublions pas que dans une démarche un peu progressive, il faut d'abord travailler sur son outil de production aujourd'hui et voir quelles sont les pistes qu'on peut imaginer en termes de décarbo sur sa propre activité. Et bien évidemment, après, et concomitamment travailler sur le scope 3, mais ne pas oublier qu'il y a quand même aussi son outil de production. Et là, il y a de vraies pistes d'économie et de décarbonation à imaginer, comme le précisait ou comme le présentait Cyclife ou Sanofi. Je pense qu'il y a un champ des possibles aujourd'hui qui permet aussi bien à la à la PME comme aux grands groupes soumis à ETS de vraiment se lancer dans cette décarbonation en fonction de ces enjeux. Et il y a vraiment une palette de solutions et des possibles accessibles à tous, quoi, et en fonction des enjeux de tous. Il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Il y a des méthodos pour chacun. Alors justement, il y a une question qui vient d'arriver et il y en avait une précédemment sur l'acceptabilité des entreprises à se lancer dans ce genre de démarche. On voit bien que ce que vous avez présenté permet un peu de dédiaboliser le sujet et peut-être de faire moins peur aux entreprises pour se lancer. Quelle est la maturité des entreprises quand elles vous consultent ou comment les accompagner peut-être voilà, comment on gère ces appréhensions-là quand on est au pied de la montagne pour s'engager dans une démarche de décarbonation de ces activités? Je dirais que c'est très variable en fait. Il y a des entreprises qui sont très matures sur le sujet, en tout cas beaucoup plus que et même au sein d'un secteur, c'est assez variable. Il y a des entreprises qui sont assez proactives dans la compréhension des enjeux et dans l'intégration, on va dire, dans leur stratégie d'entreprise générale de ces questions et qui sont matures. D'autres beaucoup moins. Là, c'est clair que je pense qu'à peu près tout le monde se réveille au moins sur le sujet et cherche à comprendre et à positionner son organisation dans ces vastes problématiques. Et après, la question était au-delà du niveau de maturité variable, c'était... Oui, pour l'appréhension, comment on aide les entreprises à dépasser un peu l'appréhension face à l'ampleur de ces changements et des projets engagés sur le sujet? Oui, effectivement. Et je dirais qu'au-delà, c'est de faire prendre conscience que ce n'est pas uniquement une contrainte, mais c'est peut-être avant tout, et c'est comme ça qu'il faut le voir, une formidable source d'opportunités pour l'entreprise. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'on y arrive, c'est que l'entreprise prenne conscience que c'est une formidable source d'opportunités, que c'est quelque chose de positif qui peut permettre de réorienter l'entreprise, d'être source d'économie, de se positionner vis-à-vis de ses concurrents avec un avantage compétitif qui n'est pas si simple ensuite parce que voilà, encore une fois, ça prend du temps. Donc quand on a pris de l'avance, on ne se fait pas rattraper non plus en quelques semaines par les concurrents. Donc, il y a plein d'aspects positifs. Évidemment, voilà, encore une fois, le législateur fait en sorte d'orienter les choses. Il y a des mécaniques de marché. Donc, il y a de nombreuses subventions et les conditions sont créées pour que ce soit possible et que ce soit intéressant économiquement. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, comme une opportunité et comme un parcours positif qui va positionner l'entreprise et lui permettre aussi peut-être d'avoir une vision plus long terme et donc de voir les choses de manière plus sereine. Marielle, pour Cyclife? Ah, pardon. Oui, Je crois que tu avais rallumé ta caméra et je pense que ouais. tu as un témoignage à apporter. Ouais, je partage complètement ce que Jérémy vient de dire parce qu'effectivement, c'est plus par méconnaissance qu'on ne fait rien. Et dès qu'on commence effectivement à comprendre comment ça marche, quel matériel ça touche, quelles sont les démarches qui existent, moi, clairement, c'est comme ça que j'ai réussi à faire basculer l'équipe de direction. Alors oui, sous l'angle budgétaire, économique, parce que c'est ça qui parle en premier, mais bon, principe de réalité, c'est
voilà, c'est au fil des discussions avec l'équipe de Christelle où on nous a dit, mais attendez, il y a aussi ces sujets-là qui peuvent être traités. On s'est rendu compte finalement qu'on ne connaissait rien en fait. Pourtant, on faisait partie du groupe, mais c'était des questions qu'on ne s'était jamais posées. Et une fois que les gens ont compris le mécanisme, après, ça décolle. Et puis après, il y a effectivement plein d'idées qui arrivent. Et encore une fois, il ne faut pas négliger aussi l'effet d'opportunisme. Tout à l'heure, vous posiez la question, combien de temps faut-il? Moi, je ne pense pas qu'on ne se réveille pas un jour en disant, ça y est, on a un plan de performance énergétique. C'est une démarche qui est progressive et j'ai plutôt l'impression que c'est un train dans lequel il faut monter au bon moment. Et puis petit à petit, le nombre d'actions augmente, le nombre d'opportunités va augmenter. On va mieux les voir, mais au départ, ça peut être des petites actions et puis petit à petit, on crée son réseau, on a l'information et puis on en lance d'autres en fait. C'est vraiment une démarche progressive pour moi. Christelle, tu voulais compléter, tu voulais Ben réagir? non, Marielle a tout dit. Non, mais c'est important le côté progressif et ne pas oublier que la décarbonation, ça peut être véritablement une source de performance. Il ne faut pas le prendre sous le seul biais de l'obligation, mais aujourd'hui, on voit que toutes les entreprises qui se lancent dans cette action-là retrouvent des leviers de performance économique, énergétique, sociale, environnementale, mais c'est véritablement ça qu'il faut garder. Alors, il y a une question qui est adressée directement à Urbanomi, peut-être Benjamin et Jérémy. Je vous laisserai y apporter réponse dans le chat où je vous mettrai en relation avec Simon Olivier, je pense, qui est de Aquavalley. Je voudrais qu'on conclue, parce que là, vraiment, on a dépassé le timing, avec peut-être une question un petit peu généraliste sur la formation des étudiants, parce que je sais qu'il y avait quelques acteurs de la formation dans ce webinaire. Voilà, c'est une préoccupation. On sait que ces enjeux-là vont nécessiter aussi de la main-d'œuvre et donc vont générer de l'emploi. Est-ce que quelqu'un aurait un complément d'information à apporter sur, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on est assez bien organisé sur le plan de la formation dans les territoires ou en France plus largement? Si vous voulez, je peux prendre la question. Moi, je fais régulièrement des interventions auprès des grandes écoles, des universités, des entreprises aussi. Et la réponse est non. On n'est pas encore forcément au niveau vis-à-vis de ces enjeux énergie-climat, mais là encore, la dynamique est très croissante. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la nouvelle génération, voilà, qui est encore étudiante, mais qui va aller sur le marché du travail du coup, dans les années à venir, est extrêmement intéressée et impliquée vis-à-vis de ces questions. Et donc, quelque part, voilà, c'est encore un faisceau d'indices supplémentaires sur le fait que ça va être un gros sujet pour les entreprises. Voilà, ils sont de plus en plus au fait de ces questions. Ce sont des questions complexes, systémiques, où il faut un petit peu de temps, et rien de non plus sorcier, mais il faut un petit peu de temps pour bien comprendre les enjeux et pas trop s'en mêler les pinceaux. Mais ensuite, voilà, ça peut créer vis-à-vis de ses collaborateurs, et c'est peut-être encore un autre aspect positif qu'on n'avait pas évoqué, une dynamique extrêmement positive et souhaitable, et du coup qui donne du sens à l'entreprise et qui crée corps et cohésion, que d'aller vers un modèle économique plus vertueux et moins impactant. Donc, c'est également un autre aspect positif de s'engager dans une telle démarche. C'est que ce sera facile d'engager les collaborateurs là-dedans, à partir du moment où ils sont, comment dire, ils ont compris et qu'ils se sont impliqués intellectuellement dans cette démarche-là. Merci. Je vous propose qu'on conclue. On est vraiment très en retard. Merci d'être restés quasiment avec nous jusqu'au bout, tous. Je vais remercier tous les speakers et toutes les personnes qui ont permis de préparer ce webinaire et peut-être laisser la parole en mot de conclusion à Virginie et Julien Cornille, donc, qui représentent l'UIMM, parce que M. Patitucci a dû répondre à une autre contrainte d'agenda. On vous laisse afficher là quelques liens utiles et pratiques aussi, quelques coordonnées voilà, des speakers. Et puis, dans tous les cas, le replay sera disponible. Virginie, Julien, peut-être un petit mot pour conclure de ce qui s'est dit ce matin? Julien, je te laisse conclure.
Oui, je vais être très bref, hein. Tout d'abord, je vais remercier Clean Tech Valley pour l'organisation de ce webinaire qui a pris à bras le corps ce sujet et qui a permis de faire ce webinaire. Donc, merci. Ça n'a pas forcément été simple, mais merci à tout le monde, à Delphine notamment. Pour conclure, simplement, nous, l'ambition, c'est de sensibiliser les TPE et les PME à la décarbonation. Aujourd'hui, c'est celles qui ont peut-être le moins de contraintes pour le faire, mais on voit bien qu'il y a des opportunités même pour les TPE-PME sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc pour moi, l'objectif est rempli, hein, c'est un premier pas, c'est un sujet qui n'est pas simple à amener dans la culture des TPE-PME, mais c'est un premier pas, et donc voilà, on est pleinement satisfait de ce webinaire. Alors, moi, je vais remercier l'UIMM pour ce partenariat parce que je pense qu'effectivement, l'industrie est très concernée par les questions de décarbonation. Merci aussi à Delphine et aux équipes de la Clean Tech Valley pour l'organisation et puis à nos intervenants, bien sûr. Et moi, ce que je retiens de ce webinaire, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut être accompagné par un expert parce qu'on peut faire des choix qui ne sont pas forcément les plus pertinents. En tous les cas, il faut commencer par ce qui a le plus d'impact au départ. Donc, un expert, c'est important pour être accompagné. Que le deuxième, ce n'est pas forcément hyper compliqué, mais par contre, ça demande du temps. Donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les grandes entreprises se sont lancées dans cette neutralité carbone. Donc, pour les PME, les ETI, notamment membres de l'UIMM, hein, mais également présentes sur le territoire, je pense que ça va être une exigence qui va arriver d'ici quelques mois, voire 1 ou 2 ans. Et donc, c'est maintenant qu'il faut commencer pour être prêt dans 1 ou 2 ans. Et puis, la deuxième chose, c'est que finalement, oui, ça génère des investissements et quelques coûts, mais moi, j'ai aussi retenu qu'il y avait beaucoup d'économies à la clé, qu'aujourd'hui, notre dépendance à l'énergie et puis à l'eau peut être réduite. Et on voit bien avec la crise énergétique que ceux qui ont fait le choix de travailler déjà sur de l'autoconsommation, des choses comme ça, ils sont déjà gagnants. Et puis, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'avec tous les projets que sont en train d'engager les industriels, c'est aussi des opportunités de marché parce que j'ai entendu des investissements sur tel sujet, etc. Et donc, je pense que pour les PME, c'est aussi des opportunités pour aller chercher de nouveaux marchés, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de subventions et d'aides qui sont mises à disposition, que ce soit par l'État ou par la région. Et donc, je pense que voilà, il faut le prendre comme une opportunité pour notre monde industriel et se préparer aujourd'hui, c'est gagner des marchés demain. Voilà, merci à toutes et tous. Delphine, le mot de la fin ? Oui, merci à tous. Mais je pense que ta dernière phrase était très bien, tournée vers l'avenir et donc se préparer pour demain. Il y aura donc le replay qui vous sera communiqué. Merci à tous d'être restés vraiment jusqu'au bout. On donnera une suite certainement à ce webinaire avec d'autres partenaires et pour donner un petit peu plus d'informations peut-être sur les dispositifs d'accompagnement parce que voilà, il y a plein de pistes qui ont été évoquées de solutions. On sait que les entreprises peuvent avoir besoin de compréhension et de clés sur les moyens qui peuvent être mis à leur disposition pour réaliser tout ça. Donc, on donnera certainement une suite avant l'été ou à la rentrée sur ce sujet. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis.